Imaginez un peu, une enquête où le principal indice est totalement invisible. Il pèse moins d'un gramme, mais il a le pouvoir de révéler des secrets d'État. Eh bien, bienvenue dans le monde fascinant du renseignement nucléaire, ce qu'on appelle le NUSINT. C'est un domaine où les scientifiques se transforment en véritables détectives pour pister la menace atomique. Alors, la question qui se pose, elle est vraiment passionnante. Comment est-ce qu'on peut, à partir d'une quantité minuscule de matière radioactive, je veux dire vraiment infime, réussir à savoir non seulement d'où elle vient, mais aussi à quand remonte sa production? C'est un vrai casse-tête, et c'est pourtant le défi que les spécialistes du NUSINT relèvent tous les jours. Alors, pour bien comprendre tout ça, voilà comment on va procéder. D'abord, on va situer le renseignement atomique. Ensuite, on va décoder ce que sont les empreintes nucléaires. Puis, on se plongera dans des cas concrets, des affaires bien réelles. On verra aussi l'impact des nouvelles technologies. Et pour finir, on abordera les enjeux géopolitiques d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, première étape, le renseignement atomique. Il faut bien comprendre où se situe le NUSINT. Ce n'est pas une discipline qui flotte toute seule, non. C'est vraiment une branche très spécialisée du monde du renseignement. Bon, la définition officielle, elle est assez précise. Le NUSINT, en gros, c'est l'art d'analyser les signatures, les traces laissées par toutes les activités nucléaires. Il faut voir ça comme un mélange de physique nucléaire, de chimie de pointe et bien sûr de renseignement pur et dur. C'est un monde où, littéralement, chaque atome a une histoire à raconter. Pour que ce soit encore plus clair, imaginez un peu la structure. Tout en haut, on a le renseignement en général. C'est un domaine immense. Juste en dessous, il y a une discipline qui s'appelle le MISINT qui s'intéresse à toutes les signatures et mesures physiques. Et puis, au sein même du MISINT, on trouve notre spécialité, le NUCINT, qui est lui entièrement consacré au domaine atomique. C'est vraiment le summum de la spécialisation. Bon, d'accord, mais concrètement, comment ça marche? Eh bien, la clé de tout, elle tient en un concept fondamental, les empreintes nucléaires. Et c'est là que la science se transforme en un outil d'enquête absolument redoutable. Le point vraiment crucial à retenir, c'est celui-là. De la même manière que chacun d'entre nous a des empreintes digitales uniques, eh bien chaque échantillon de matière nucléaire possède une double signature qui n'appartient qu'à lui. Et le plus fou, c'est qu'une fois que cette signature est créée, elle est pratiquement impossible à effacer. Alors, cette double signature, elle se compose de deux choses. D'abord, on a la signature géographique. Il faut savoir que chaque mine d'uranium sur la planète a une composition bien à elle, notamment ce qu'on appelle les terres rares. C'est un peu comme l'ADN du sol, ça ne ment pas. Et puis de l'autre côté, on a la signature temporelle. Là, c'est de la physique pure. Les isotopes radioactifs se désintègrent à une vitesse parfaitement connue et constante. Donc en mesurant le rapport entre un isotope parent et son isotope fille, on peut dater la dernière purification chimique du matériau avec une précision juste incroyable. C'est une véritable horloge atomique interne. Et voilà concrètement à quoi ça ressemble dans un labo. On n'est plus dans la théorie abstraite là. Ce que l'on voit sur cette image, ce sont des colonnes d'échange d'anions. C'est une étape absolument cruciale pour isoler chimiquement le plutonium, le séparer de tous les autres éléments, pour ensuite pouvoir lire tranquillement ses signatures uniques. C'est vraiment ce travail de fourmi qui permet, au final, de faire parler la matière. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Parce que ces techniques, elles ont permis de résoudre des affaires bien réelles. Des cas qui ont eu des conséquences énormes, que ce soit sur le plan judiciaire ou même diplomatique. Premier cas d'étude, on est à Roussé, en Bulgarie, en 1999. Imaginez la scène. On saisit une petite fiole contenant à peine 4 grammes d'une poudre noire dans une voiture. L'analyse tombe et c'est la stupeur. C'est de l'uranium hautement enrichi de qualité militaire. Évidemment, les suspects nient en bloc. Pour eux, c'est juste un produit de labo inoffensif. Tout le défi maintenant, c'est de prouver qu'ils mentent. Et c'est là que la science forensique nucléaire entre en jeu. En analysant les impuretés dans l'échantillon, les scientifiques trouvent quelque chose de décisif, de l'uranium-236. Or, il faut savoir que cet isotope, l'uranium-236, il n'existe tout simplement pas à l'état naturel. La seule façon d'en produire, c'est à l'intérieur d'un réacteur nucléaire. À ce moment-là, toute la défense des suspects s'écroule. Et ce n'est pas tout. La signature isotopique complète correspond pile-poil à celle des lots produits par l'usine d'Ulba, une ancienne installation soviétique. L'origine est prouvée, sans l'ombre d'un doute. Allez, on avance de 2 ans. On est maintenant à Paris, en 2001. Nouvelle saisie. 5 grammes d'uranium hautement enrichi. Cette fois, les trafiquants ont une autre version, plus maligne. Ils disent « Oui d'accord, mais c'est juste un vieil échantillon d'un stock qui date de la guerre froide. Rien de bien méchant. » Du coup, la question change. Ce n'est plus seulement d'où ça vient, mais surtout de quand ça date. Et c'est là que notre fameuse horloge atomique va faire toute la différence. Les experts se penchent sur la désintégration des isotopes et le verdict tombe, implacable. La dernière fois que ce matériau a été purifié chimiquement, c'était en
novembre 1994, et ça avec une marge d'erreur de quelques mois à peine. Et pourquoi cette date est-elle si importante? Parce qu'elle change absolument tout. Novembre 1994, on est bien après la fin de la guerre froide, ça ne peut donc pas être un vieux stock oublié. Non, ça prouve qu'il y a eu une brèche de sécurité récente et active dans une installation nucléaire toujours en fonctionnement. Et le clou du spectacle, l'analyse confirme aussi que cet échantillon vient exactement du même lot que celui saisi en Bulgarie. On a donc la preuve d'un réseau de contrebande organisé et actif. Ces deux affaires, elles montrent bien toute la puissance du NUSINT, on va dire classique. Mais le domaine, aujourd'hui, est en pleine ébullition. Il se transforme à une vitesse folle grâce à une autre révolution, celle de l'OSINT, c'est-à-dire le renseignement en source ouverte. Avant, pour surveiller un programme nucléaire, il fallait des moyens colossaux, des satellites espions, des capteurs militaires, bref, tout un arsenal classifié. Aujourd'hui, la donne a complètement changé, avec l'accès à l'imagerie satellite commerciale. Juste en analysant la chaleur qui s'échappe des tours de refroidissement d'un réacteur, un analyste peut estimer, depuis son bureau, si une centrale tourne à plein régime ou non. La surveillance est devenue beaucoup plus accessible. Et cette évolution, eh bien, elle rend le NUSIC plus crucial que jamais, surtout quand on regarde les crises internationaux et les efforts de non-prolifération actuels. Prenons un exemple qui parle à tout le monde, le conflit en Ukraine. Des agences de renseignement, mais aussi des analystes indépendants, utilisent l'imagerie satellite en continu pour surveiller les bases russes où sont stockées des ogives nucléaires. Ils cherchent des détails qui peuvent paraître anodins. Est-ce que la neige a été déblayée devant tel bunker? Est-ce qu'on voit des camions de transport spécialisés? Tous ces petits indices sont en fait des signaux d'alerte précoces qui aident à évaluer en temps réel le risque d'une escalade. Mais attention, tout n'est pas rose. Un défi majeur se dresse sur la route. Toute l'efficacité de cette police scientifique nucléaire repose sur le partage d'informations, sur des bases de données de signatures qui sont alimentées par de nombreux pays. Le problème, c'est qu'avec la montée des tensions géopolitiques, ce dialogue scientifique se rompt, en particulier entre l'Occident, la Russie et la Chine. Et du coup, ces précieuses bases de données commencent à se fragmenter. Et ça nous amène à une question finale, et elle est cruciale. Si les scientifiques des grandes puissances ne se parlent plus, si la coopération s'arrête, est-ce qu'on ne risque pas de créer des angles morts gigantesques dans notre surveillance? Est-ce qu'on ne pourrait pas un jour se réveiller complètement aveugle face à une menace qu'on aurait pu et qu'on aurait dû voir venir? C'est une question qui pour l'instant reste malheureusement ouverte.